Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations, nous sommes en direct, et regardez, ça devient intense. En Iran, les manifestations se sont déjà étendues à 50 villes selon les rapports. Et ici, on verrait cette image, cette supposée image, je dis supposée parce qu'évidemment il y a un chaos, donc il faut attendre une confirmation. Mais le monument, cette statue en hommage au dictateur Abraham Rassim, se serait-elle effondrée? Ceci dans la ville d'Aldiv. De nombreuses images de manifestations qui ont lieu en ce moment à différents endroits en Iran. On parle de 50 villes selon ce qui a été publié dans un média iranien. Il affirme ceci de façon indépendante. Les manifestations massives se sont étendues dans 50 villes. Les forces de sécurité du régime sont débordées et ne peuvent pas être partout en même temps, donc elles ne peuvent pas arrêter tout le monde. Tout le monde proteste, et cela s'est évidemment de plus en plus répandu. Différentes images montrent donc que les protestations ne se déroulent pas seulement, ajoutons-en encore plus. Là, on peut voir la garde révolutionnaire iranienne opérant contre les personnes, contre les gens qui agissent contre le régime des ayatollahs, également. La nuit, ils se sont violemment affrontés. Ils ont essayé de brûler des bâtiments gouvernementaux. Certains semblent y être parvenus, d'autres non. Des prisonniers politiques ont également été libérés. Aussi. Eh bien, il y a eu des situations très graves, par exemple à Qom, où il y a eu des affrontements assez violents. Passons aux détails de ce que l'on sait jusqu'à présent. Il doit être en train d'y penser, non? Le prince héritier, non. Là, on voit ce personnage, il est en Égypte, il vit en Égypte, mais le prince héritier, le fils du Shah, non. À quoi peut-il bien penser en ce moment? Il est censé avoir un plan, non pas pour, dans ce cas, revenir au pouvoir, mais pour revenir et organiser des élections dans les 100 jours. Non. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un plan combiné avec le Shah ou avec un gouvernement monarchique, démocratique entre guillemets, sans parlement. Et que ce soit un peu comme le Royaume-Uni, qui sait quel est le plan, mais il assure qu'il a un plan depuis un certain temps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a dit plusieurs fois qu'il a un plan pour le retour à un pays plus ouvert sur le monde, un pays qui serait dirigé par ce personnage. Du moins, c'est l'une des propositions qui existent, pas nécessairement celle qui va se réaliser. Que dit Massoud Pezeshkian, le président iranien? Écoutons parmi quelques commentaires et une autocritique que fait l'actuel président de l'Iran. Pouvons-nous faire cela? Les gens sont mécontents, nous en sommes responsables. Vous en êtes responsables. Ne cherchez pas les États-Unis, ne cherchez pas quelqu'un d'autre. C'est à nous de servir pour qu'ils soient satisfaits de nous, c'est à nous de bien gérer notre situation. C'est à nous de trouver la voie et de résoudre le problème, c'est à nous de faire des efforts et de trouver des solutions à ces problèmes. Nous ne pouvons pas rester à attendre qu'on nous donne pour dépenser, nous devenons des gestionnaires de dépenses, nous ne devenons pas des gestionnaires de revenus, de qualité, d'efficacité et de productivité, nous dépensons. Maintenant, je dis que nous consommons 3 fois, 6 fois plus d'électricité que l'Europe en ce qui concerne les chiffres et les nombres. Ils ont de l'argent, pas nous, alors ils disent que notre peuple a faim. Eh bien, nous gérons mal. Il affirme qu'il s'agit d'une mauvaise gestion. Ils disent « Ne rejetez pas la faute sur les États-Unis, n'allez pas, c'était là-bas, c'était dehors, non, non », c'est-à-dire eux-mêmes sont le problème. On consomme beaucoup d'énergie et, soi-disant, eh bien, il n'y en a pas. Eh bien, il y a eu toute une série de chiffres dont Mazut a parlé. Vous persistiez, mais ce qui est curieux, ce qui attire l'attention, c'est le fait qu'on fasse une autocritique, un sujet qui n'est pas habituel. Maintenant, c'est peut-être juste pour calmer les protestations. Ça oui. Nous ne savons pas, mais probablement. Mais le point, c'est que les protestations, eh bien, ils sont très en colère et tout de suite, on va vous parler des différentes réactions et de ce qui se passe dans ces manifestations. Si vous venez d'arriver, laissez un commentaire. Je remercie ceux qui ont déjà mis un like et ceux qui, eh bien, je ne sais pas, nous soutiennent au moins avec un commentaire. Pour savoir, eh bien, comment ça va, non? Comment vous allez? Comment commence l'année? Ce serait super de le savoir, mais pour l'instant, on va y venir.
pas aux commentaires. Plusieurs affaires internationales attirent mon attention aujourd'hui. Les manifestations en Iran sont à un point critique. Il y a déjà eu des morts, même, puisqu'il y a eu des tirs dans la rue, n'est-ce pas ? La situation en Iran se complique, et non seulement elle s'étend, mais les manifestations sont désormais si répandues qu'il est difficile de les contrôler. Et cela peut vraiment entraîner un changement. Les manifestations massives sont entrées dans une phase sans précédent en seulement 5 jours. Aujourd'hui, 3 personnes sont décédées lors du mouvement, après des tirs directs des forces de sécurité. L'un d'eux s'appelle Darius Ansari, l'autre s'appelle Amir Hassim, âgé de 22 ans, et une autre personne qui s'appelle Shazan Shayan, ou plutôt Assadollahi, âgé de 28 ans, l'un à Fosdart, l'autre à Kuzdat et un autre à Asda. Selon les rapports, selon les témoignages, ces personnes ont été attaquées avec des armes de type militaire par la garde révolutionnaire alors qu'elles revenaient des manifestations. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même plus sur les lieux de la manifestation, ils rentraient chez eux et on leur a tiré dessus. Le plus frappant, c'est que les manifestants sont arrivés à Qom, une ville sacrée considérée comme le noyau idéologique du régime islamique chiite. Désormais, des protestations y ont aussi lieu. Donc la zone la plus conservatrice, la plus orthodoxe, là aussi ils protestent, c'est pourquoi la protestation à Qom est si importante. On a entendu des slogans comme « Les clercs doivent disparaître », c'est ainsi qu'ils les appellent, pas seulement l'ayatollah, mais tous, tout le régime. Des slogans en faveur de la monarchie. Une nouveauté absolue ? Eh bien, en 50 ans, il n'y avait pas eu de manifestation avec autant de slogans en faveur de la monarchie. En 5 décennies. Des incendies ont été signalés près des commissariats, comme à Asna, des attaques contre des symboles religieux, comme le bureau du leader de la prière du vendredi de Yunkan, qui a été incendié. Le mouvement a déjà pris une dimension nationale et touche également différentes classes sociales. On y trouve des jeunes, des commerçants, des ouvriers, tout le monde. Dans différentes vidéos, on voit les forces de sécurité tirer à balles réelles, où certains des manifestants ont été pris pour cible. Passons à d'autres points concernant ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran, qui sont également importants. Regardez la suite. Le président de l'Iran, Masoud Pezeshkian. Il y a un instant, je vous montrais l'image où il faisait son autocritique. Mais maintenant, il lance un avertissement assez fort à son propre gouvernement et il dit en gros, il avertit, disons, ses propres collègues qu'ils pourraient aller en enfer. C'est ainsi qu'il le dit dans son discours qui commence à résonner chez les forces iraniennes. Le président Masoud Pezeshkian a averti que les responsables du régime iraient en enfer s'ils ne résolvaient pas leurs problèmes. Du peuple, citant directement son livre Sakanar ou le Coran. Cela se produit au milieu d'une nouvelle vague de protestations, d'un effondrement économique, d'une sécheresse de lui-même. Il a dit qu'ils étaient en guerre avec l'Europe, avec Israël et avec les États-Unis. Lors de son intervention, Pezeshkian a reconnu que la faute n'incombait pas aux ennemis extérieurs, mais au gouvernement lui-même. Donc, écoutons cette partie où il parle de ne pas rejeter la faute, dit-il. Ne dites pas que c'est les États-Unis, nous, dit-il, en fait, eux-mêmes sont le problème dans ce domaine. Il donne plusieurs sujets et avertissements, détaillons. Pouvons-nous agir ainsi? Les gens sont insatisfaits, nous en sommes responsables. Vous êtes responsables, ne cherchez pas les États-Unis, ne cherchez pas quelqu'un d'autre. C'est à nous de devoir... C'est nous, dit-il, qui devons pouvoir satisfaire les besoins des Iraniens, n'est-ce pas? Il dit, si nous ne réglons pas les problèmes du peuple, nous irons en enfer, affirme Masoud Pezeshkian. Il a aussi dit que les responsables de la crise sont ici, pas ailleurs. Le rial, la monnaie de l'Iran, s'est effondré,
forçant la démission du président de la banque centrale de ce pays. Le décès d'un paramilitaire à Kansas est également confirmé et il y a déjà des dizaines de personnes arrêtées. Le président privilégie le dialogue et l'autocritique plutôt que la répression. Attention, le président demande de ne pas réprimer le peuple. Du moins, c'est ce qu'il dit publiquement, pas en privé, ça je ne sais pas, mais publiquement, c'est ce qu'il dit, non. Contrairement à la répression qui a eu lieu dans l'affaire de Mahsa Amini, maintenant les signes sont différents. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu moins de répression que dans d'autres cas, comme celui de Mahsa Amini. Il y a aussi la réaction internationale. Attention, il est là, c'est-à-dire le nouveau président iranien, disons, je dis nouveau entre guillemets. Il est là précisément parce qu'il y a eu un mécontentement après la mort de Mahsa Amini, quand il y a eu des protestations et que les gens ont été réprimés. Très dur. Et il arrive au pouvoir précisément parce que les gens ne voulaient plus de personnes proches de l'ayatollah. Les protestations s'étendent dans 50 villes et des analystes avertissent que le régime perd rapidement son soutien social. Bien qu'aucun changement structurel visible ne soit observé pour le moment. Le langage de Péziskian indique qu'il y a une rupture interne et cela pourrait peut-être entraîner un changement, n'est-ce pas ? Il y a un autre point également important. Au cours du 5e jour de protestation, la tension sociale a tellement augmenté qu'on parle déjà de la prise de bâtiments judiciaires et de l'incendie de plusieurs sièges de ce pouvoir. Selon les rapports, dans le nord de Gand et le sud-ouest de Téhéran, il y a également eu une intensification des troubles dans cette zone. Les manifestants ont attaqué des bâtiments publics comme la préfecture, la mosquée locale, ainsi que des banques et des bureaux du gouvernement régional. Les forces de sécurité ont répondu avec des gaz lacrymogènes, mais elles n'ont pas réussi à contenir la colère de la population. C'est une explosion de colère assez intense. Pendant ce temps, le réel est à son pire moment historique et il semble bien qu'il va continuer à chuter. Le régime de Téhéran a averti le procureur général, dans lequel il dit « Bien que les manifestations pacifiques soient légitimes, toute tentative de créer de l'insécurité ou de détruire des biens publics sera traitée de manière légale et ferme. » Ils assurent donc qu'ils vont exercer une pression si les troubles continuent. C'est-à-dire, le gouvernement pourrait devenir plus dur envers les manifestants si cela continue ainsi, n'est-ce pas ? D'après cela, il y a un autre sujet qui attire aussi mon attention en ce moment, et c'est que vous vous souvenez de ce monsieur de Kadyrov. Eh bien, ils assurent que depuis une semaine, il est hospitalisé en urgence, vous voyez qu'il a déjà eu plusieurs problèmes de santé. Ce personnage tchétchène, pas le leader tchétchène, eh bien, ils assurent que Ramzan Kadyrov a été hospitalisé d'urgence depuis une semaine. Le leader tchétchène était attendu à une réunion du Conseil d'État avec Poutine et d'autres chefs régionaux le 25 décembre, mais il n'est pas venu. Donc voilà, plus ou moins. Depuis cette date jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment quel est son état de santé. Vraiment non, il a déjà été très gravement malade à un moment donné, il s'est rétabli, mais apparemment les problèmes de santé ont continué. Pour ce personnage, non, aussi bien. D'autres sujets qui attirent l'attention aujourd'hui, c'est que ce rapport est annoncé, il faudra donc attendre de voir quels détails. Mais il semble qu'Israël va lancer un plan, un nouveau front pour protéger les chrétiens en Afrique et au Moyen-Orient. Il est possible que cela se fasse avec les États-Unis, mais il faudra attendre la confirmation de cette affaire. Écoutons un peu ce qu'il dit, ce que dit Nathalie Ajo. A rendu le fait d'être juif impossible. Il m'est difficile d'imaginer l'émergence de l'État juif, la réémergence de l'État juif sans le soutien des sionistes chrétiens. Aux États-Unis, également en Grande-Bretagne, mais l'élan principal venait des États-Unis au XIXe siècle. Eh bien, il parle des chrétiens qui ont soutenu l'État d'Israël à l'époque. Eh bien, face à cela, il dit qu'ils pensent apparemment soutenir les chrétiens qui se trouvent en Afrique et au Moyen-Orient.
Donc cela pourrait être un mouvement important de sa part. Nous verrons si cela se produit. En attendant, passons aussi à d'autres sujets importants. Merci beaucoup, merci pour ce commentaire et merci pour ce super chat, je t'en suis très reconnaissant. Merci à la communauté qui soutient cette chaîne via le super chat. Avec un abonnement, un grand merci aussi aux personnes qui sont abonnées. Salutations à Salvage, Monsieur Pep, le monde est en train de se réveiller, je t'envoie un grand salut, prends soin de toi. Pour le reste, passons aux commentaires. Bon, quelles autres choses se passent dans le monde, n'est-ce pas? Passons aux détails d'autres sujets également intéressants. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de ce qui se passe avec, cette situation qui s'est produite en Suisse. C'est incroyable, nous n'allons pas entrer dans les détails. Selon les informations, cela a débuté à Pernod. Le début de la nouvelle année à Transmontana a été marqué par une tragédie. Au bar Le Castellon, où un incendie s'est déclaré dans la nuit du 1er janvier, près de 40 personnes sont décédées et 115 ont été blessées, selon les autorités. Tous les indices recueillis jusqu'à présent ont permis aux autorités d'exclure l'hypothèse d'un attentat. En effet, il a été déterminé que l'explosion, entendue à 1h30 du matin, a été causée par l'incendie lui-même. Ainsi, les autorités de ce pays écartent la possibilité qu'il s'agisse d'un attentat, comme cela avait été évoqué au départ. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un incident dans lequel de nombreuses véhicules de personnes ont perdu la vie et qui fait actuellement l'objet d'une enquête. La police confirme que l'incendie s'est déclaré dans cet établissement situé dans l'une des stations de ski les plus réputées d'Europe. Évidemment, tout cela est parti en cendres, Les personnes qui ont réussi à sortir ont été sauvées, mais il y a clairement eu des gens qui n'ont pas pu s'échapper. Très dur, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une partie de ce qui se passe en ce moment. Y aura-t-il une réponse des autorités à cela? Et donc les personnes qui étaient là sur place recueillent tous les témoignages pour déterminer ce qui s'est réellement passé. L'odeur de brûlé, on peut la sentir à tout un pâté de maison, disent-ils. J'adresse un salut à toutes les personnes qui nous regardent là-bas, à la communauté hispanophone qui se trouve de ce côté-là. Une nuit difficile, définitivement, un début extrêmement dur pour ce pays, n'est-ce pas? Abordons aussi d'autres actualités mondiales. En Russie, une attaque de plus de 200 drones visant des infrastructures clés en Ukraine a été signalée. Autrement dit, l'année commence aujourd'hui par ses premières heures. Dans cette guerre, selon les rapports, l'attaque massive, la première attaque, de 2026, a été menée avec 200 drones Shahed et aussi d'autres drones Gerbera. Selon les rapports, il y a une personne décédée, plusieurs blessés, ils confirment avoir abattu, sur les 200 drones, 176 ont été abattus. Et donc ce qui est rapporté, c'est que la Russie cherche délibérément à prolonger la guerre et demande aux alliés de ne pas ralentir la livraison de la défense aérienne à l'Ukraine. Évidemment, c'est un sujet extrêmement difficile qu'ils vivent en ce moment. D'ailleurs, il y a aussi une autre situation terrible, n'est-ce pas? Celle-ci s'est produite à Amsterdam et cela s'est passé le 31, un incendie qui a également eu lieu dans cette région, dans une église. C'est terrible, ils en parlent sûrement aussi. L'église historique, une église historique du 19e siècle d'Amsterdam, a été réduite en cendres. Après une nuit chaotique où 2 personnes sont décédées à cause de feux d'artifice et d'attaques sans précédent contre la police, un énorme incendie a détruit une église du 19e siècle à Amsterdam. Pendant ce temps, les Pays-Bas ont vécu une Saint-Sylvestre agitée avec 2 personnes décédées. Aujourd'hui jeudi, l'incendie était encore en cours, c'est-à-dire du 31 au 1er. L'église était toujours en feu, et elle est restée en cendres, du moins une partie de cette église. Une tour de 50 mètres de haut s'est effondrée. Le toit a subi de graves dommages, et on espère qu'une bonne partie de la structure pourra être sauvée. Ils espèrent donc pouvoir sauver cela, au moins la partie centrale de l'église.
Et cela devra maintenant entrer dans un processus de réparation. En Allemagne, 2 jeunes ont également perdu la vie à Winfeld en allumant des feux d'artifice artisanaux qui ont causé des blessures au visage. Et donc suffisamment pour qu'ils perdent la vie, selon ce que dit la police locale. Un début vraiment, vraiment terrible, évidemment, dans ce sens, et aussi, d'autres sujets qui attirent à l'attention aujourd'hui. C'est une situation très atypique en Ukraine mais en même temps très stratégique. C'est-à-dire, il y a un groupe, je ne sais pas si vous vous souvenez de Koursk, quand ils disent que l'Ukraine a pris Koursk, n'est-ce pas, et qu'elle a pris Belgrade et tout ça. Il faut se rappeler que ce groupe, ces militaires, sont russes, c'est-à-dire, ce sont des Russes qui opèrent depuis des années, déjà depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais sont-ils vraiment russes, avec un passeport russe ? Et tout cela, c'est un groupe de militaires russes qui est assez dur, assez impressionnant, et qui soutient l'Ukraine. Ce groupe, c'est celui qui a pris Koursk, qui a aussi pris une partie de Belgrade. Vous vous souvenez, à un moment donné, ils ont pratiquement pris tout Koursk et une partie de Belgrade, n'est-ce pas ? Si vous vous souvenez de ce conflit, ce moment où tout le monde a été surpris que l'Ukraine puisse prendre une partie de la Russie. Cela s'est produit en partie grâce à eux et à leur chef. Il y a évidemment un prix élevé qu'ils offrent, un prix élevé pour ôter la vie, n'est-ce pas ? À ce personnage, n'est-ce pas ? La Russie offre beaucoup d'argent, donc à celui qui lui ôtera la vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une récompense, en gros non. Alors tout à coup, il y a quelques jours, Egan a dit, la Russie dit, nous avons déjà donné les 500 000 $ de récompense parce qu'on a réussi à éliminer cette personne. Les services de renseignement ukrainiens viennent de prouver que tout cela était un piège. Ils ont gardé l'argent. Ils ont gardé l'argent des Russes et la personne est vivante, ils l'ont montré à l'écran. Ce n'est pas de... le fait est que cela attire l'attention aujourd'hui. Il apparaît lors d'un appel, disons pas un appel vidéo, et l'agent du renseignement lui parle. Ce Kirillov Koudanov lui dit « Bienvenue à la vie ». Non, il ne lui dit pas « Bienvenue à la vie ». Et c'est simplement l'une des opérations de renseignement. Ils assurent les plus audacieuses. Le 1er janvier, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirillov Koudanov, a révélé que son équipe avait simulé la mort de Denis Kapoustine, chef du corps des volontaires russes, un groupe armé opposé à Poutine. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse avec une vidéo diffusée sur Telegram, où Bundanov Koudanov a félicité publiquement Koudanov. Il a félicité Kapoustine, le russe que la Russie aurait soi-disant éliminé, ainsi que l'unité spéciale Timur, pour le succès de l'opération. Cet argent sera donc utilisé pour renforcer la défense de l'Ukraine. La nouvelle arrive donc après que, le 27 décembre, les médias russes ont commencé à annoncer qu'il avait perdu la vie. Kapustine, également connu sous le nom de White Rex, c'est ainsi qu'on l'appelle, lors d'une mission dans la région de Zaporijia. Tout ce qui a été rapporté, c'est qu'il s'agissait d'une opération psychologique conçue pour tromper les services de renseignement russes qui avaient mis sa tête à prix pour un $2 million. Ce qui est encore plus frappant, ce n'est pas seulement qu'on a évité le décès, mais d'abord on évite le décès, puis on prend l'argent. Et maintenant, on a déjà découvert quel était le réseau qui allait lui ôter la vie. Alors évidemment, ils ont aussi fait ce qu'il fallait avec ce réseau, parce que ce réseau se trouve en Ukraine, donc ce réseau a commencé à opérer pour la Russie, pour éliminer ce personnage. Ils ont déjà identifié le réseau, pris les mesures nécessaires et conservé l'argent. Et donc, est-ce que c'est un sujet de guerre de renseignement d'un côté contre l'autre ? C'est énorme. Passons aussi à d'autres sujets importants. Ces 3 points que nous voyons ici à l'écran sont quelque chose qui a attiré l'attention de la National Aeronautics and Space Administration là-bas. D'après ce qui est montré, il y a une enquête que mène la National Aeronautics and Space Administration dans laquelle ces points ont été détectés par James Webb. On soupçonne qu'il pourrait s'agir de trous noirs cachés en croissance, mais pour l'instant c'est quelque chose d'inconnu.
Ils ont été détectés. C'est quelque chose qui a déconcerté non seulement la National Aeronautics and Space Administration, mais aussi la communauté scientifique. Ces points rouges énigmatiques qui sont apparus dans l'univers primitif ne correspondent pas aux modèles cosmologiques actuels, même s'ils ne représentent aucun risque pour la Terre. Ils sont très loin, mais ces objets... Ces objets pourraient, affirme-t-il donc, être une découverte importante pour comprendre l'évolution de l'univers et de la Terre. Ces objets pourraient réécrire tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution précoce des galaxies et des trous noirs, affirme-t-il. Ces points, disent-ils, ne sont ni des étoiles ni des galaxies. Il s'agit d'un nouveau type de classe d'objets compacts, intensément rouges avec un spectre infrarouge localisé, situé à des milliards d'années-lumière. Détecté pour la première fois par le Conseil européen pour la recherche nucléaire par JADS et aussi par le NGDEP depuis 2022. Mais pour l'instant, il n'était pas possible. Enfin, il y avait une idée de découvrir ce que c'était, jusqu'à présent ce n'est pas clair. Il affirme que la lumière de ces objets est extrêmement décalée vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers, ce qui indique que ces objets sont d'une extrême ancienneté. L'analyse du spectre cosmique dirigée par l'astrophysicien D.L. Kochevsky a révélé que 70 de ces objets montrent que le gaz se déplace à des vitesses très élevées, à 1000 km par seconde, des signes clairs que les disques d'accrétion sont alimentés par des trous noirs supermassifs. Ou du moins, c'est ce que l'on pense, même si pour l'instant, on n'a pas encore bien compris de quoi il s'agit exactement avec ces objets. Ce qui est certain, c'est qu'ils bouleverseraient la cosmologie de la lumière par les spectres lumineux qu'ils possèdent. Pour tout cela, disons qu'il faudrait reconsidérer certaines lois fondamentales de ce que l'on comprend en cosmologie. Par exemple, ils présentent certaines anomalies, comme le fait qu'ils n'émettent pas ou presque pas de rayons X. Cela suggère que ces trous noirs seraient profondément enfouis dans du gaz, ce qui empêche leur énergie de s'échapper dans cette bande. Il s'agirait également d'une croissance des trous noirs lors d'une phase sombre et intense, qui commence à peine à être comprise grâce au télescope James Webb. La bonne nouvelle, c'est que des choses arrivent et vont continuer d'arriver. Une nouvelle publication pour l'astrophysique, le journal, celle-ci a été publiée en premier, une autre publication arrive pour essayer d'explorer d'autres théories sur ce que pourraient être ces objets et pour déterminer. Et bien qu'il y en ait déjà aux confins de l'univers, du moins jusqu'à là où nous pouvons voir. Ça, c'est vraiment hallucinant aussi. Et d'ailleurs, nous préparons une série de rapports, car les membres du Congrès des États-Unis étaient restés très silencieux sur le sujet des noms. Mais ces dernières heures, plusieurs publications intéressantes sont sorties sur le sujet. Donc, nous allons faire un résumé de ce qui se passe avec ces membres du Congrès qui suivent cette affaire depuis déjà plusieurs années. Déjà avec la révélation que font certains anciens du Pentagone ou du renseignement sur le sujet des ovnis, mais aussi sur la nouvelle programme ou documentation d'enquête issue de recherche. Les informations, qui sont en train d'être déclassifiées, et jusqu'à présent, elles n'ont pas été déclassifiées pour le public, mais seulement pour les membres du Congrès. Ils ont retardé la déclassification prévue en septembre et ne l'ont toujours pas faite, en affirmant pourtant qu'elle arrive. Plusieurs sujets restent très préoccupants, car il y a une pression pour que cela ne soit pas déclassifié pour une raison quelconque. Et nous allons aussi en parler tout à l'heure de qui dénonce cette pression pour qu'on ne parle pas du sujet. Que se passe-t-il avec cette affaire ? Nous en discuterons progressivement, ce sera aussi un sujet intéressant. Aujourd'hui, il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention. Shelisa nous a transmis ses salutations à toute la communauté chilienne. Il y a quelque temps, il y a eu un séisme au Chili, je veux dire le premier séisme important au Chili. Je dis important, mais rassurez-vous, non. C'est-à-dire, c'est un 4,2 et 4, ça s'est produit dans cette partie centrale du Chili, non ? Ça attire aussi l'attention. Aujourd'hui, ce n'est pas le séisme le plus important. Le séisme le plus important aujourd'hui a été de magnitude 6.
Cela s'est produit dans l'océan Indien, ce qui n'est pas si courant, on ne voit pas ça tous les jours. Eh bien, de ce côté-ci, les séismes se produisent presque toujours plutôt dans la ceinture de feu, n'est-ce pas? Mais cette fois, c'est bien la ceinture de feu. Si vous regardez ici, non. Il y a très peu de séismes, c'est dans la ceinture de feu. C'est déjà à côté du Pacifique, mais je ne vous le montre pas, car il y en a un ici, il y en a un autre par là. Mais en réalité, il y a peu d'activité, il y a généralement peu d'activité dans ce sens. Plus tard, nous commenterons sur l'évolution du climat aux États-Unis, en Europe, au Mexique, en Amérique en général. Nous discuterons de ce sujet. Comment s'est réveillé le dollar? Non. Il semble que le dollar soit en train de prendre un peu de force en ce moment. Un peu plus tard, après un certain temps, la chute a commencé. Regardez, si on le voit ici, par exemple ici, c'est par rapport au poids, non? Depuis combien de temps cette chute se produit-elle? Parce que la chute dure depuis un certain temps, c'est déjà depuis ici. La chute a commencé à devenir forte. Avril 2025. C'est à ce moment-là que la chute commence à devenir forte. 2025, oui, car cela s'est déjà fait en 2024. Dans ces fourchettes de prix, à partir d'avril 2025, le dollar a commencé à baisser par rapport au peso mexicain. Eh bien, il y a une légère reprise, très légère, on la voit ici. Celle-ci. La voilà, non, c'est cette partie-là. Au fait, je crois qu'il n'y a pas d'activité de l'or aujourd'hui. Pas parce que c'est le premier, je suppose, on va voir si quelqu'un a ouvert. Non, il n'y en a pas, aujourd'hui pas d'activité de l'or, donc on ne sait pas comment il évolue. Le Bitcoin ne ferme jamais. Le Bitcoin, eh bien, il est ennuyeux. Il ne bouge ni vers le haut, ni vers le bas. Ça fait déjà un moment qu'il évolue latéralement. Mais si vous regardez à chaque fois, la volatilité est de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible, et à un moment donné, il doit monter ou descendre, mais il doit faire quelque chose. C'est-à-dire, en ce moment, les acheteurs et les vendeurs sont indécis, acheteurs-vendeurs. Nous sommes à un point où quelque chose doit arriver, donc nous resterons attentifs. Et ce qui se passe avec le pétrole, ça arrive aussi avec d'autres valeurs importantes, mais passons donc aux commentaires. Salut, comment ça va? Tapatia, très bien, bonne année, bonne année. À toute la communauté qui nous regarde en direct ou en différé, merci beaucoup de nous accompagner pendant ce moment. Il dit qu'il n'est pas par là. Il dit « Je ne peux pas croire que tu crois à ça à des milliards d'années-lumière. » Moi non plus, je ne peux pas croire que tu ne crois pas à ça, ou alors que tu crois... Qui sait ce que tu crois dans ta vision du monde, non? Ce Michel doit avoir une vision du monde vraiment bizarre. Ne disons pas non, mais bon, je te salue et très bonne... Non, comment ça va? Salutations à toute la communauté et... Eh bien, je veux être par ici, dit-il. D'accord, merci. Bonjour Diogo, salutations Armando, comment as-tu été? Bonne année, comment vas-tu Armando? Salutations. Non, ce n'est pas surprenant à cette période. À ce stade, il y a des gens qui ont une vision du monde vraiment étrange, n'est-ce pas? Oui, vraiment, vraiment étrange, non? Dans laquelle, eh bien... Possiblement... Eh bien, il y a beaucoup de diversité, disons, il y aura encore des gens qui voient le soleil. Et on ne pense pas que c'est peut-être une image ou un écran, ou non, c'est la radio. Je ne dis pas que cette personne, mais il y a beaucoup de visions très étranges qui nous parviennent ici, très curieuses, je veux dire, c'est curieux, non? À ce stade du jeu, non? Il dit. Dorian, comment vas-tu? Salutations Dorian X. Comment tu vas? Comment commence l'année 2026? Non, mais 2026. Et soudain, si c'est très intéressant, comment ça se passe? On va y aller. Et donc les visions, non pas les visions, parfois elles concernent beaucoup de choses, beaucoup de sujets, pas seulement des sujets religieux, mais aussi des sujets politiques. Et ici, ce qui serait intéressant, ce serait d'oser ouvrir son esprit, pas ouvrir son esprit. Sur la base de preuves, sur la base de données, sur la base d'informations, sur la base de l'observation, n'est-ce pas? C'est ça l'important, et si
Et si avec ça tu as une vision ou un être, chacun a, dans tous les domaines, que ce soit politique ou économique. C'est génial parce que chacun a son propre degré d'analyse, non ? Salutations à toute la communauté. Alors, comment ? Comment commence cette année ? Pas très intense sur le plan géopolitique, mais définitivement très intense. Aussi en ce qui concerne le domaine scientifique et ce qui se passe, disons, dans le domaine astronomique. Non, c'est déjà bien chargé pour être le premier jour, la première journée n'est même pas terminée. Eh bien, il y a des données qui défitent de nombreux scientifiques, pas seulement en ce moment. Donc ce sera très intéressant de pouvoir observer comment l'année va se dérouler. Ne dit-on pas que cette année marquera aussi la fin de beaucoup de choses qui se préparent depuis longtemps ? Non, et si je le vois ? C'est-à-dire ce qui se passe avec le Congrès, les États-Unis, ce qui se passe avec le 37, ce qui se passe ici, enfin. Ces nouveaux outils qu'ils mettent dans l'espace et qu'ils nous montrent, eh bien, ce sont aussi des choses assez curieuses. Cette lumière, comme l'a été Dorian, très bien, salutations aussi à Leonardo, très bien, merci d'être ici. Élisée, comment ça va ? Très bien, dit-il, salutations. Ce matin, je me suis levé tôt et j'ai suivi les diffusions. Merci Rigoberto, nous lançons déjà notre deuxième diffusion du jour, un 2026, et serons ici ce soir. Évidemment, s'il y a quelque chose d'urgent et peu importe où nous sommes, dans la rue ou ailleurs, nous ferons une petite diffusion. Mais le soir, là on s'installe. Cette fois, on prendra tout notre temps pour discuter tranquillement. Salutations, hier comment as-tu été jusqu'à Coyoacán ? Mexico hier, comment est la deuxième personne que je connais, celle avec le prénom d'hier ? Tu sais, je ne connais que 2 personnes dans ma vie avec ce prénom. Celui-ci t'a envoyé un salut hier numéro 2, disons-le comme ça, parce que ce n'est pas le deuxième que je connais. Caribel, comment vas-tu ? Un grand bonjour d'Élysée, comment va Sol Garcia ? Comment ça va ? Comment tu as été ? Il dit. Ils disent qu'il fallait déplacer l'argent à cause des chutes, alors je l'ai retiré de la bourse. Salutations, il dit. Bon, tu es comme tu es, bonne année José. Jusqu'au Venezuela, très bien, eh bien, à toute la communauté, bonne année, passez-la super bien. On continue à discuter tout à l'heure et voyons comment la journée se présente, dit Dorian. J'espère que ce sera en novembre et que cette année, les gens sortiront pour voir s'ils osent encore. On lui a encore prolongé la date de sortie. Tu comprends ? C'est déjà un peu fou, non ? Et j'espère aussi qu'il sortira parce qu'il y a plusieurs jeux en attente. Ils ne le sortent pas. Si jamais le 3 ressort un jour, ce serait génial, non ? Je ne suis pas dessus en ce moment. Je fais ça depuis que j'ai commencé hier ou avant-hier. Un jeu qui est un classique. Je ne vais pas dire le nom du jeu, mais il est très recommandé. Je n'ai jamais joué à celui-ci. Ces jeux-là, parce que je ne sais pas. Simplement, non, je ne jouais pas, j'ai commencé pour commencer. C'est-à-dire, je ne jouais jamais. J'ai commencé il y a quelques années, enfin, ça fait déjà 8 ans que j'ai commencé à jouer, mais avant ça, non, donc non. Bon, ici j'ai le jeu. Ça s'appelle Half-Life. 2, je sais que beaucoup le connaissent, je suis sorti de l'histoire, plus ou moins, je n'ai jamais joué au 1, j'ai sauté au 2, j'ai vu plus la fin du 3 sur YouTube et je suis passé au 2. Parce que si le 1 déjà, les graphismes me semblent vieux, et le 2 ça passe, Donc hier je viens juste de faire le premier chapitre. J'espère pouvoir vous raconter comment ça se passe, pas plus tard, mais oui, je l'ai commencé, évidemment pas ici même, ici ils l'ont commencé, mais pas moi ici. Salutations, eh bien, dit Josué, merci beaucoup. Salutations, comment vas-tu ? Très bien, Patrick ? Comment vas-tu ? Très bien, Élisée. À toute la communauté, une accolade, portez-vous bien, continuons à discuter, excellente année et à ce soir. En cas d'urgence importante, nous en discuterons lors d'un cours direct et interromprons votre programme. À bientôt. Merci de vous être branché sur la vérité. C'est Pépé en direct. La vérité est intense. L'insolite est réel. Nous l'analysons ici, approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, en contrôlant le signal Pépé et Astrid qui disent à la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, nous faisons l'appel.